Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes actuellement à Moscou, dans la capitale russe. Quel est le but de votre visite? Merci madame de nous avoir sur votre chaîne Arte. Nous sommes ici aujourd'hui à Moscou avec nos collègues ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso comme du Niger, dans le cadre d'une invitation par notre homologue Sergei Lavrov, qui nous a invités dans le cadre d'un format de discussion entre la Confédération des États du Sahel AES et la Russie, pour pouvoir établir un partenariat, un dialogue. C'est dans le cadre de consultations politiques pour pouvoir discuter de sujets d'intérêt commun, de voir comment nous allons travailler dans le système international pour pouvoir œuvrer ensemble pour défendre nos intérêts mutuels, mais aussi comment établir un partenariat, par exemple sur le plan sécuritaire. Vous savez que la sécurité est la préoccupation numéro 1 de l'AES. C'est aussi un sujet sur lequel nous avons longuement travaillé avec nos amis russes et nous souhaitons pouvoir renforcer ce partenariat qui se faisait essentiellement dans un cadre bilatéral. Nous voudrions à travers ces consultations élever le partenariat, reconfigurer ça dans le cadre confédéral pour pouvoir voir comment travailler ensemble à accompagner les efforts en cours de nos États qui ont déjà investi des ressources importantes pour d'abord bâtir des capacités humaines, mais aussi acquérir des équipements pour pouvoir lutter plus efficacement contre le terrorisme. À côté de ça, ce volet sécuritaire, sur laquelle aussi la Russie a une expérience particulière en matière de gestion de la sécurité, nous comptons aussi renforcer la collaboration dans le cadre confédéral sur un certain nombre de projets structurants, des projets de développement économique, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Donc ce sont les trois dimensions. La dimension politique de coordination de nos efforts au plan international, la dimension de la sécurité, comment travailler ensemble à renforcer la sécurité dans notre espace sahélien et comment aussi travailler sur des projets pour renforcer le développement économique dans un esprit gagnant-gagnant. Si nous parlons des résultats des consultations que vous avez eues avec Monsieur Lavrov, c'est plutôt un succès? C'est un succès à plusieurs points de vue. Comme nous l'avons indiqué, d'abord du point de vue de la vision commune. La Russie et aujourd'hui la Confédération des États du Sahel partagent une vision commune de la gestion de nos affaires, le respect de la souveraineté des États, le respect de l'intégrité territoriale, la lutte contre l'instrumentalisation des droits de l'homme, la lutte aussi contre les politiques impériales et des politiques néocoloniales et d'assujettissement de nos pays. Ce sont des questions sur lesquelles nous nous battons et nous nous battons aussi pour l'avènement d'un monde multipolaire. Donc sur toutes ces questions, nous avons les mêmes préoccupations que la Russie sur la scène internationale, comme sur la question des sanctions. La plupart de nos pays aussi dans l'espace AES ont fait l'objet de sanctions économiques, financières et politiques et par principe, nous nous opposons à l'imposition de sanctions qui, de notre point de vue, et de toutes les mesures coercitives unilatérales qui sont imposées à des pays pour changer, arriver à changer leur politique, sont des questions sur lesquelles nous nous opposons. Donc, du point de vue de la vision commune, le président Poutine, et autant que les présidents du Mali, le président du Burkina et le président du Niger, partagent aussi ces mêmes visions, ces mêmes principes de le respect de la souveraineté des pays, du respect des choix souverains de ces pays, mais aussi la prise en compte des intérêts de leur population. Donc ça, c'est du point de vue vraiment des principes communs. Et ces échanges nous ont permis aussi de pouvoir convenir avec la Russie des principes d'un partenariat stratégique renouvelé entre la Confédération et la Fédération de Russie sur la question de sécurité comme sur les questions de développement. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les efforts, les stratégies que les pays auront définies pour pouvoir être à leur côté pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et au sortir de ces consultations qui sont les premières que nous tenons avec un acteur extérieur à la région, nous sommes convenus d'institutionnaliser
ces rencontres AES-Russie, et de faire en sorte que nous puissions avoir aussi un mécanisme de suivi qui puisse structurer la discussion pour arriver à des résultats, et que la prochaine session qui doit se tenir dans un an se tiendra dans l'espace AES. À mon avis, il s'agit de données extrêmement importantes qui nous permettront de travailler autant sur des questions diplomatiques que sur des questions de sécurité et de développement, et de renforcer notre concertation au plan international. Et nous avons noté un grand engagement du partenaire russe qui a pris aussi des engagements concrets et qui a montré sa disponibilité à travailler avec nous. Et je crois que nous avons beaucoup de choses à commun. Nous avons espoir que ce partenariat renforcé entre l'AES et la Russie pourra être une des épines dorsales de la relation entre la Russie et l'Afrique de façon générale. Voilà, les relations bilatérales. Quelques mots sur les relations bilatérales entre la Russie et le Mali. Nos deux pays coopèrent dans plusieurs domaines, y compris le domaine militaire technique et la lutte contre le terrorisme. De quel progrès peut-on parler ces dernières années, si on parle de la coopération bilatérale dans ces deux domaines? Madame, ce qui est important dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avant d'arriver aux moyens que nous utilisons pour lutter contre le terrorisme, ce qui est important dans notre relation avec la Russie, c'est que nous avons la même compréhension et la même définition de la menace et de l'ennemi que nous combattons. Parce qu'on ne peut pas être partenaire à nos pays pour lutter contre l'insécurité, contre les groupes terroristes, si le partenaire qui est en face lui-même est un soutien à ces groupes terroristes ou entretient la menace contre nos pays. Donc avec la Russie, nous avons cette compréhension. Nous savons que nos pays ont été victimes de certaines situations, soit l'implication de certains pays de la région qui ont exporté le terrorisme dans notre pays, ou l'intervention occidentale en Libye, qui a déstructuré cet espace, qui a créé, déstabilisé durablement toute la région, sont des causes essentielles du terrorisme, sans compter les autres causes économiques et sociales qui peuvent motiver cela. Donc nous avons cette lecture commune avec la Russie de c'est quoi le problème du terrorisme et de l'insécurité, comment combattre. Sur la base de ça, nos pays ont d'abord décidé que la sécurité de nos pays, la sécurité de nos citoyens, est la responsabilité première de nos pays. Nous devons prendre les choses en main, nous assumer par rapport à ça, investir nos capacités, définir notre propre doctrine en matière de sécurité, mais investir aussi des ressources. Des pays comme le Mali, le Burkina investissent aujourd'hui près du quart de leur budget national pour assurer la défense et la sécurité. Donc ça, c'est ces éléments importants. C'est dans ce contexte que nous avons, après avoir nous-mêmes identifié les moyens et investi nos ressources, nous avons naturellement besoin toujours de partenaires. Parce que nous étions dans des situations où beaucoup de partenaires, certains partenaires occidentaux en tout cas, qui disposaient de technologies et des moyens militaires, ne nous permettaient pas d'accéder à ces moyens. Je veux dire, ils refusaient carrément de nous vendre ces moyens. Ce qui est bien avec le partenaire russe, c'est qu'avec beaucoup de courage, il a compris le problème. Le partenaire russe s'est toujours montré ouvert et a travaillé avec nous pour pouvoir nous aider à acquérir ces différentes capacités, le matériel militaire dont nous avons besoin. Aujourd'hui, la situation sécuritaire a fondamentalement évolué dans la région. Le Mali, aujourd'hui, il y a quelques années, ne contrôlait pas peut-être 30 à 40% de son territoire. Avec le concours de ces moyens que nous avons eu acquis avec le partenaire russe, sans doute aussi avec certains autres partenaires, le Mali a pu, il y a à peu près 1 an et demi, reconquérir Kidal, qui est une des localités emblématiques du nord du pays, que nous ne contrôlions pas pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, l'État malien est en mesure d'être présent sur tout le territoire national avec nos propres points. Le niveau général de l'insécurité a baissé. Dans certaines localités, des groupes de chefs terroristes emblématiques ont été éliminés. D'autres se sont rendus. Les populations déplacées dans certaines localités ont pu regagner leur foyer. Et nous travaillons au retour de l'État. Dans beaucoup de localités, il y a les préfets, les sous-préfets, les représentants de l'État, les juges, les enseignants sont revenus. Donc, globalement, le niveau d'ensemble de l'insécurité a baissé.
Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Vous savez, le terrorisme est une menace qui est fluctuante, changeante. Donc nous continuons toujours à nous battre. Mais fondamentalement, aujourd'hui, la peur a changé de camp. Et nous sommes à l'offensive et nous travaillons à assurer la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et je voulais rendre un hommage à nos personnels en uniforme qui font des sacrifices importants pour la défense de notre pays, mais aussi m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour la défense de notre pays. Mais ce combat est un combat permanent. Nous continuons à nous battre pour assurer la sécurité de notre pays, pour défendre ses frontières, pour défendre notre intégrité territoriale. Et rien ne pourra nous dissuader par rapport à ça. Et nous nous réjouissons d'avoir aussi un partenaire courageux, lucide, constant, comme la Russie à nos côtés, qui est décidée à faire ce chemin avec nous, sans intimidation également. Passons au sujet de la Confédération AES. Initialement, donc, Alliance des États du Sahel a été créée sous la forme d'un pacte de défense mutuelle. Comment vous pouvez évaluer les différents progrès dans ce domaine ? Il est vrai que la Confédération en tant que telle existe seulement depuis 8 mois. Et depuis, il y a eu des progrès importants. D'abord, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est que nous avons commencé par l'établissement d'une charte qui est un mécanisme de sécurité collective défensive entre nos pays, qui a été mis en place suite aux menaces d'agression contre le Niger, pour des prétextes de retour de l'ordre constitutionnel. Et sur la base, nous savions que ce n'était pas ça. C'était vraiment pour maintenir le contrôle de certaines anciennes puissances sur ce pays. Et nous savions que si le Niger était attaqué, cette menace allait se diriger d'une façon ou d'une autre vers le Burkina et le Niger. C'est pourquoi le Burkina et le Niger se sont levés comme un seul homme pour dire que si le Niger était agressé, nous entrions en guerre. En même temps également. Ceci a permis de dissuader la menace d'attaque. Et nous avons donc cet espace-là, nous partageons les mêmes préoccupations, nous faisons face aux mêmes menaces sécuritaires, climatiques, mais aussi il y a beaucoup de similitudes économiques, géographiques et même culturelles entre le Mali, le Burkina et le Niger. Au-delà de ce mécanisme de défense collective, nous avons décidé d'aller plus loin, de mettre en place une confédération des États du Sahel, association d'États, au sein de laquelle nous avons décidé de déléguer une partie de notre souveraineté dans 3 secteurs essentiels. D'abord sur le plan de la défense et de la sécurité, sur le plan de la coordination de l'action diplomatique de nos 3 pays, et enfin sur les questions de développement économique et de renforcement de l'intégration régionale. Nous n'avons pas voulu créer des mécanismes bureaucratiques comme on voit partout. Nous avons voulu privilégier l'efficacité. Nous avons voulu privilégier aussi le contrôle politique de l'action que nous menons contre toute forme de velléité. Aujourd'hui, près de 8 mois après la mise en place de la Confédération, beaucoup de parcours a été fait. Aujourd'hui, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État du Mali, et le président de cette Confédération, travaille en bonne intelligence avec les 2 autres chefs d'État, le général d'armée Dramane Tchani du Niger, président du Niger, et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, pour pouvoir renforcer. Donc ça, il y a déjà un bloc politique homogène qui est en place. Et aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nos armées travaillent ensemble pour mener des opérations militaires conjointes qui ont permis, au-delà des opérations que chaque armée mène sur son territoire, de mener conjointement des opérations militaires sur tout l'espace territorial de la Confédération des États du Sahel, avec comme objectif d'arriver à mettre en place une force unifiée, qui est en fait une mutualisation de l'ensemble des capacités militaires de nos pays pour faire face à la lutte contre le terrorisme, à toute forme de menace et d'agression. Sur le deuxième volet, qui est le volet de la diplomatie, ça fait qu'il y a aujourd'hui des concertations constantes entre nos pays sur l'action diplomatique, sur les candidatures que nous présentons dans le système international, sur les partenariats.
Et aujourd'hui, c'est un des objectifs aussi, c'est en venant aujourd'hui à Moscou, c'est de pouvoir agir ensemble. L'objectif étant de faire en sorte que la Confédération puisse parler d'une seule voix, puisqu'elle a les mêmes objectifs. Et l'autre troisième élément qui est vraiment la partie du développement. Aujourd'hui, il y a des avancées extrêmement importantes. Nous avons décidé de mettre en place d'ici quelques mois une banque d'investissement. Je crois que le contour technique de cette banque a été déjà défini. Les ressources qui sont nécessaires à la mise en place de cette banque ont été définies. C'est pour pouvoir avoir un outil propre qui permette aussi de financer des projets structurants, des programmes prioritaires dans différents secteurs énergétiques, développement rural et autres, pour pouvoir travailler dans cette direction. Il y a aussi des projets structurants dans le domaine de l'énergie, des chemins de fer qui existent dans nos pays, comment promouvoir la libre circulation au niveau de cet espace. Donc l'ensemble de ces questions qui sont là aujourd'hui, du point de vue de la visibilité de notre organisation, comme nous l'avons dit, nous avons adopté un logo, nous avons adopté un drapeau, tout ça pour vraiment renforcer le symbolisme, l'esprit de communion de notre organisation. Et il y a aujourd'hui, on a mis en circulation également un passeport commun AES aux 3 pays. Le principe de l'adoption d'une carte d'identité biométrique commune aux 3 pays a été également adopté. Les ministres aussi ont adopté le principe d'aller vers un visa commun pour les personnes qui viennent visiter nos pays. Donc, nous avançons sur l'ensemble de ces chantiers, pas à pas, mais ce sont des progrès extrêmement importants pour nos pays, sur le plan militaire comme sur le plan diplomatique et sur le plan aussi même culturel, qui est important parce que nos populations sont très proches et la culture, qui est un des éléments importants de notre identité. D'ailleurs, cette année 2025, le président Goïta a décidé que 2025 est l'année de la culture. Et dans le cadre de l'année de la culture, nos ministres de la culture ont adopté aussi une convention commune de promotion de la culture entre nos 3 pays. Parce que vous savez aussi, dans des pays ou entre les pays, si les populations ne sont pas proches, ça crée beaucoup d'incompréhension. Donc la culture est un ciment important. Organiser des événements culturels, sportifs, qui puissent rapprocher notre jeunesse, nos populations, pour qu'ils puissent travailler ensemble et renforcer leur identité, promouvoir nos langues nationales. Donc l'ensemble de ces questions aujourd'hui, on peut dire 8 mois après sa création, au finish, l'AES s'impose progressivement comme une réalité géopolitique. Nous ne commandons à personne de reconnaissance. Nous existons et nous existons par nos propres efforts. Donc c'est une réalité géopolitique avec laquelle il faut compter. Et nous nous réjouissons que beaucoup de partenaires bilatéraux comme multilatéraux commencent à comprendre la nécessité de pouvoir travailler avec cette entité qui est là pour pouvoir préserver les intérêts de nos populations. C'est une organisation qui n'est dirigée contre personne, en particulier contre aucun État, qui vise à établir des relations de coexistence pacifique et de bon voisinage et de collaboration avec tous les pays qui sont autour de nous, et aussi à dessiner des partenariats diversifiés avec toutes les entités extérieures. Donc nous pouvons nous réjouir qu'en 8 mois, des pas importants aient été franchis, mais il y a encore beaucoup de travail qu'il y a à faire par rapport à ça, beaucoup d'organisations qu'il y a à faire pour pouvoir changer la situation actuelle, pour pouvoir nous affirmer comme une entité autonome, parce que nous voulons aussi que notre diplomatie, notre politique extérieure soit une politique extérieure autonome, qui ne soit pas dictée par des pays qui pensent que c'est eux qui nous dominent. Aujourd'hui, nous nous opposons à cette vision des choses. Donc l'AES peut venir à Moscou, peut aller à Beijing, peut aller à Washington, si l'intérêt des populations de l'AES l'exige. Puis c'est le drapeau de l'AES dehors, pour la première fois dehors de la région, comme vous l'avez noté hier.
C'était important. C'est important. Nous nous félicitons d'abord qu'on a eu cette occasion de pouvoir présenter pour la première fois en dehors de notre espace ici à Moscou, parce que aussi la Russie, une semaine après la création de l'AES, a été le premier partenaire qui est sorti publiquement pour saluer son existence et qui reste engagé à nos côtés. Et je crois que c'est un signal à tout un chacun pour comprendre que cet espace est là et il compte, il va compter. Il est extrêmement important que nous nous réjouissons d'avoir en la Russie ce partenaire constant, mais c'est surtout ce partenaire qui nous respecte. Parce que dans notre relation avec la Russie, il n'est pas question qu'on nous dise faites ce comme avec certains anciens partenaires, voilà, qui nous dictaient que vous pouvez parler à X, vous pouvez parler à Y. Je pense qu'il y a ce respect mutuel, il y a le respect de la souveraineté, mais très naturellement, il y a aussi des intérêts communs que nous font travailler ensemble. Récemment, le président ghanéen John Mahama a visité le Mali, le Niger, le Burkina Faso et lors de ces visites, il a parlé de l'établissement de relations dignes. Peut-on donc parler d'un réchauffement de relations? Bon, les relations avec le Ghana sont, en tant que pays, en tant que peuple, sont des relations anciennes. Au moment de nos indépendances, il y a une forme d'État qui existait, qui était la Fédération Ghana-Guinée-Mali. Donc nous avons des relations très très fortes. D'ailleurs, même le nom Ghana a été au nom d'un ancien royaume dans l'ouest du Mali, qui était l'Empire du Ghana. Donc il y a quand même des liens. Mais aujourd'hui, avec la visite du président Mahama, nous nous réjouissons aujourd'hui que dans certains pays de la région, il y a des leaders qui viennent, qui ne sont pas ouvertement hostiles à la dynamique que nous essayons de promouvoir, qui sont aussi pragmatiques et réalistes et qui mettent en avant l'intérêt des peuples de la région et qui veulent travailler à des relations apaisées entre les pays, mais surtout qui reconnaissent que l'AES est une réalité avec laquelle il faut compter et que à partir de ce moment, nous devons tous comprendre qu'en Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO, n'est plus représentative de l'ensemble des États et des peuples de la région. Et que l'Afrique de l'Ouest ne peut être représentée que par la CEDEAO d'une part et par l'AES d'autre part. Donc toutes les organisations, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations unies ou autres, doivent désormais intégrer cette dynamique qui est un acte souverain. C'est des États souverains qui adhèrent à des organisations, c'est des États souverains aussi qui créent des organisations, c'est des États souverains aussi qui peuvent éventuellement se retirer de certaines organisations. Donc la Confédération AES introduise un système douanier commun, un droit de douane de 0,5% sur les importations en provenance des pays non membres de l'AES. À quoi cet argent serviront-ils? Ce n'est pas nouveau. Le prélèvement confédéral, comme nous l'appelons, de 0,5% sur les importations, ce même mécanisme existait dans le cadre de la CEDEAO, où nous prélevions le même pourcentage sur les importations pour permettre de financer les activités de la CEDEAO à l'époque. Avec notre sortie, nous avons maintenu le principe de ce prélèvement, mais qui n'ira plus à la CEDEAO, mais qui maintenant est dirigé vers l'AES pour financer d'abord notre fonctionnement et ensuite faire en sorte que, par exemple, la banque d'investissement que nous allons mettre en place puisse aussi être financé à partir de ça, et que les différents projets structurants qui vont exister dans différents secteurs d'activité économique puissent aussi être financés. Je rappelle encore une fois que le paradigme au niveau de l'AES est différent. Notre objectif, en tout cas notre vision, c'est de ne pas créer une organisation qui va dépendre exclusivement de l'extérieur. Nous devons nous assumer, nous devons compter sur nous-mêmes et nous devons pouvoir dégager les ressources nécessaires pour financer nos organisations. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de partenaires, mais même si les partenaires viennent, ils ne doivent pas pouvoir prendre le contrôle de nos organisations. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir ces mécanismes en place pour pouvoir nous-mêmes assumer notre part de responsabilité en finançant prioritairement en tout cas les activités et ce prélèvement qui n'est pas nouveau
vient s'inscrire dans le cadre de cette continuité, de générer nos propres ressources pour pouvoir faire face à nos objectifs. Vous avez dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour la Confédération AES. Quelles sont les prochaines étapes importantes pour la Confédération, d'après vous? Bon, c'est une marche de longue haleine. Comme je l'ai dit, le démarrage est toujours le plus difficile. Donc, on devait travailler à établir les mécanismes, à établir les différentes institutions et à établir les différents programmes. Aujourd'hui, beaucoup ont été lancés sur le plan du travail diplomatique. Les outils sont là. Sur le plan militaire, il y a des choses qui ont été enclenchées. Sur le plan du développement économique, il y a des projets prioritaires qui ont été dégagés également. Le défi, c'est de pouvoir consolider ce travail qui a commencé et faire en sorte que le travail qui est engagé soit irréversible. Irréversible. C'est une course de fond, pas une course de vitesse ou même une course de relais. Je suis certain que le Mali ou la présidence malienne, sous la responsabilité du président Goïta, n'a pas vocation à finir le travail. Il y a une feuille de route qui a été adoptée pour la présidence de la Confédération. L'an 1 a été confié au Mali. C'est une feuille de route commune aux 3 pays. Nous avons fait ce qu'on a pu faire avec le concours des autres pays. Le pays qui assumera la présidence va avoir la responsabilité de consolider, de renforcer les acquis. Le Mali sera toujours totalement partie prenante pour le succès de ces actions, mais c'est un travail de longue haleine qui dépasse même nos États, parce qu'aujourd'hui, l'AES se veut aussi une organisation des peuples. Et tout ce qui a pu être fait dans nos pays l'a été aussi parce que nous avons mis les peuples au centre de la chose, comme les militaires le disent. Notre population, c'est notre centre de gravité. Donc c'est la mobilisation populaire, la sympathie des populations, l'engagement et la mobilisation des populations dans tous les pays qui ont rendu ces succès possibles. Et nous devons tout mettre en œuvre pour que ces populations aussi puissent voir les bénéfices tangibles de ce qui a été mis en place en termes de création d'un espace de libre circulation, en termes d'investissement, de projets structurants dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la transformation de nos ressources naturelles, de nos ressources minières, pour que ceci puisse bénéficier à nos populations, mais dans le cadre d'une approche différente qui fait que nos responsables vont désormais se battre pour mettre en avant l'intérêt de nos populations. Et pourquoi aujourd'hui, même au niveau du Mali, nous avons revu différents contrats miniers pour nous assurer que l'investissement dans ces secteurs prenne en compte l'intérêt de nos populations, la nécessité aussi de transformer ces ressources pour que ces ressources bénéficient en premier lieu à nos concitoyens de la Confédération et permettent aussi aux partenaires qui viennent avec nous de trouver leur compte dans ces investissements. Monsieur Diop, merci beaucoup à vous pour notre conversation. Ma toute dernière question est sur notre chaîne RT1 français. Vous la regardez? Absolument, je la suis. Je la suivais à la télé et depuis les problèmes qui ont été créés par certains champions des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Nous la suivons aujourd'hui sur la chaîne Telegram. Sans vous flatter, nous avons besoin des chaînes comme Arte. Naturellement, chacun a ses forces et faiblesses, mais ça donne l'occasion d'avoir une autre façon de voir le monde, un autre type d'information. Je suis certain que si nous avons différents angles de vue, ça nous permettra de nous faire une idée. Et je salue la posture équilibrée de Arte dans la diffusion de cette information et surtout l'attention qui est accordée à l'AES et au Mali dans tout ce que vous faites et les débats qui sont faits avec des experts de haut calibre qui nous permet avec des éléments, des outils de réflexion pointus de pouvoir aider. Et je souhaite que des instruments comme Arte aussi puissent davantage travailler avec leurs collègues de l'espace AES parce que nous avons aussi l'ambition de créer une télévision et une radio de l'AES. Comme la Russie, nous sommes conscients aujourd'hui que nous sommes dans un monde de guerre informationnelle et que ceux qui contrôlent ces outils d'information essaient aussi de nous imposer
leur façon de voir le monde. Et il est important que chaque pays puisse aussi donner un contenu à l'information, puisse générer son information et pour que demain, pourquoi pas, vous puissiez aller aussi prendre vos informations auprès d'organes de presse, de l'AES également. Donc c'est des outils extrêmement utiles et nous vous encourageons à continuer ce travail malgré cette adversité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diop. Merci infiniment. Et je vous rappelle que c'était Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali.